Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Donc lundi, vous ferez quoi lundi? On ira partout, on travaillera, parce qu'il faut préparer des amendements pour le soir, puisque vous savez que les ordonnances, le projet d'ordonnance va très très vite. On l'a appris, on l'a découvert hier, et dès lundi prochain, il faut déposer les amendements. Donc ça va, on a vous allez pas mal de travail. travail. Et on ne sera pas à Versailles. Pourquoi? On ne sera pas à Versailles parce que trop c'est trop. Voilà. Manifestement, Emmanuel Macron est pour endosser les habits de la Ve République. Bon, c'est son droit. Nous, vous savez qu'on est pour une 6e. Mais disons qu'on a rarement vu quelqu'un le faire de manière aussi présidentialiste et avec un style qui ne nous convient pas et qui, là, depuis quelques jours, prend des tournures qui sont graves. Et la manière d'alerter à un moment donné, j'allais dire, c'est de prendre une décision qui va nous permettre d'en parler, de frapper les esprits. Pourtant, Macron avait parlé lorsqu'il était candidat. Non. Il y a plusieurs choses qui se posent. D'abord, on contourne le Parlement avec des ordonnances sur la loi travail en plein été. Premier problème. Deuxième problème, Emmanuel Macron annonce que la veille du discours de présentation générale de son Premier ministre, ça sera mardi, à l'Assemblée, il vient devant le Parlement. Vous savez que statutairement, il ne peut même pas assister aux réponses qui lui seront faites. Et j'allais dire, il adresse un message absolument terrible par rapport à l'idée que nous faisons de la démocratie, sur la question du Parlement, sur la question de l'importance d'un gouvernement qui, je vous rappelle, est théoriquement responsable de la politique vis-à-vis de la nation. Il grille la politesse à son Premier ministre. Le moins qu'on puisse dire. Il lui grille la politesse et il annonce quelque part, le chef c'est moi, de manière hyper présidentialiste qui ne nous convient pas. Alors si vous rajoutez donc ces questions d'ordonnance, c'est le fait qu'au Parlement, depuis hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent. Hier, un bureau a été élu avec absolument quasiment aucun membre de l'opposition. Aujourd'hui, on a des bureaux de commissions qui ont été élus avec très peu de représentativité. Nous, on y est quasiment dans aucune. Voilà, vous avez ras-le-bol. Il y a un style qui efface en réalité la vie parlementaire et qui est celle d'une hyper-présidentialisation. Et on dit, il faut arrêter. Voilà. Aurore Berger, c'est un congrès qui passe mal. C'est un congrès qui passe mal pour certains, qui sont très minoritaires. C'est un groupe parlementaire qui a décidé le boycott du congrès qui a lieu lundi. Moi, je ne vois pas en quoi il y a une entrave à la démocratie, au fait justement qu'on puisse respecter nos institutions, qu'on puisse respecter notre Constitution, qui fait que le président de la République a le droit de venir s'exprimer devant le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble de la représentation nationale, Assemblée et Sénat, pour fixer sa feuille de route, pour dérouler le cap politique qui est le sien. De la même manière d'ailleurs qu'il n'y a pas d'entrave à la démocratie à prévoir justement qu'on puisse passer par ordonnance. Il y aura des lois d'habilitation qui passeront à l'Assemblée nationale. Mais quel intérêt de parler 24 heures avant son Premier ministre pour dire On a un président de la République qui préside et qui fixe un cap politique, qui fixe une feuille de route. Et puis on a un Premier ministre qui fera un discours de politique générale et qui permettra justement de dégager les orientations concrètes suite à la feuille de route et au cap qui aura été fixé par le président de la République. C'est Macron tout puissant. C'est une équipe. Mais non, mais il y a des caricatures qui me semblent assez grotesques par rapport à ce qui est le fonctionnement normal et naturel de nos institutions, qui prévoit constitutionnellement que le président de la République a le droit de réunir le Congrès. Et en quoi c'est une entrave à la démocratie que de venir... Mais en quoi c'est une entrave à la démocratie que de venir pour un président de la République s'exprimer devant l'ensemble de la représentation nationale? C'est au contraire la considérer, puisque justement il y réserve son allocution. Éric Coquerel, en fait, comme vous n'aimez pas la Ve République, tout ce qui se rapporte à cette Ve République, vous allez boycotter à chaque fois? Non, mais Aurore Berger sait que c'est la première fois où ça va avoir lieu. Le fait que, au début d'un quinquennat, d'un mandat, un président de la République convoque effectivement un congrès qui d'habitude est convoqué pour des changements constitutionnels. Ou pour des discours solennels, notamment après les attentats, et non pas juste avant son Premier ministre, dans un moment même où, je le répète, vous dites qu'il présente devant l'Assemblée, mais je vous rappelle que constitutionnellement, il va présenter son discours et il va partir. C'est-à-dire qu'il ne va même pas entendre les réponses, il n'a pas le droit d'être là dans le débat. Donc on voit bien qu'il n'y a pas là une question, j'allais dire, de respect du parti. Je vous ai pas interrompu, donc laissez... Vous voyez, n'ayez pas ce style de personnalisation, présidentialisation de ce style-là. Donc, Aurore Berger, n'utilisez pas ce genre d'artifice politique. Donc, il décide de venir parler à toute la représentation. Je vous rappelle, il l'avait annoncé.
peut-être qu'il l'avait annoncé, mais c'est un problème, le faire la veille du Premier ministre. À quoi sert Édouard Philippe? À quoi sert Édouard Philippe? C'est qu'une question de calendrier. Philippe le lendemain? Non, mais le Premier ministre, il parlera qu'une seule fois, puisque il vient d'arriver à Matignon. Expliquez-moi, à quoi sert le lendemain Édouard Philippe pour quelque chose qui sera un bis repetitas, où il va expliquer normalement... Mardi, vous serez à l'Assemblée? Bien sûr qu'on y sera et on interviendra. On reconnaît l'Assemblée. Et le tout en plus dans un moment où non, c'est pas à Denain, dès son arrivée, en plein été, de légiférer par ordonnance sur une loi travail qui démantèle le code du travail de manière très vite, qui là encore contourne la vie parlementaire. Moi, j'ai entendu M. de Rugy l'autre jour nous faire une présentation en expliquant qu'il va rénover les pratiques parlementaires, etc. Et le bilan, ce qu'on constate, c'est qu'on a un président de la République qui va un peu les usages. installé en congrès. Non, c'est pas bousculer les usages, c'est bousculer la démocratie. Dès qu'on bouscule les usages, ça vous plaît pas? Vous trouvez que c'est bousculer les usages que d'empêcher le débat parlementaire sur une loi et de le squeezer par les ordonnances? Vous mélangez plusieurs choses. Non, je pense que je ne mélange pas les deux choses. Je pense que c'est le même type de politique, c'est-à-dire qu'on a une politique qui passe en force et avec quelqu'un qui entend dire le chef c'est moi, et qui finalement entre lui et le peuple, eh bien il y a plus de Premier ministre parce que ça va être assez incomis. Il n'y a plus de journalistes non plus visiblement Robert G. Oui, apparemment. La pensée trop complexe. La pensée trop complexe d'Emmanuel Macron, c'est compliqué avec les journalistes. Je veux juste répondre quand même sur la question des ordonnances. Encore une fois, ça a été annoncé pendant la campagne présidentielle, ça a été réaffirmé pendant la campagne législative. Il me semble que les Français. Mais vous savez que vous avez été inscrit, vous avez été élu par 15% des inscrits. On peut peut-être faire attention par rapport à un pays à ce niveau-là. Je peux répondre. Vous je vous imite. Donc les Français ont tranché. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français sont venus voter pour nous donner une majorité, et pour nous donner une majorité pour bosser, et pour justement faire en sorte qu'on aille vite. Quant au débat parlementaire, il aura lieu. L'opposition d'ailleurs nous promet entre 10 et 12 000 amendements. Est-ce que ça, c'est pas juste le symbole de l'obstruction parlementaire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 ou 12 000 amendements sur un texte? C'est quoi l'objectif? C'est de ralentir. Et nous, on a envie d'aller vite. On peut supprimer le Parlement. On a envie d'aller. Non, on peut faire ce que vous avez dessiné hier, un bureau qui est monocolore. Monsieur, si, c'est bien comme dans le cadre de démocratie, ça va très vite, c'est très efficace. Il n'y a pas beaucoup d'opposition à l'Assemblée. Attendez, j'aimerais juste arriver. C'est pas une start-up le Parlement. Non mais attendez, c'est sympa vos éléments de langage. J'aimerais juste pouvoir répondre. Ce que je dis juste. C'est les éléments que vous utilisez. Mais moi, j'ai jamais défini l'Assemblée nationale comme étant une start-up. Le mouvement qu'on a créé, oui, c'était en effet une start-up. Et vous savez, c'est pas un mot indigne, une start-up qui ensuite devient une entreprise. Non, moi, il n'y a pas de comparaison. Mais je suis désolée, mais sur le mouvement, c'était justement positif de montrer qu'on partait de quelque chose qui était extrêmement resserré et qu'en un temps très court, on avait réussi à créer une dynamique qui a fait qu'on est le premier mouvement, qui a fait qu'on est le premier mouvement politique dans notre pays et qu'on a une majorité. J'aimerais vous répondre justement sur la composition de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale, puisque c'est ça que vous avez insinué en disant qu'il y avait un déni, qu'il y avait un déni de démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier? Tout simplement sur les postes de vice-présidents qui sont ouverts. Il y a 6 vice-présidents à l'Assemblée nationale, dont 3 étaient réservés pour l'opposition et notamment pour les Républicains. Ils ont refusé de présenter des candidats. Ils ont refusé de présenter des candidats, nous mettant dans une impasse et empêchant dès lors l'Assemblée nationale d'avancer, de réunir le bureau de l'Assemblée nationale. Sur la question, il y a une petite Non mais attendez, il y a pas Thierry Solaire qui devient questeur alors qu'il est quasiment en marche. Mais qu'est-ce qui se passe sur la questure? C'est réservé à l'opposition. Il y a 3 postes de questeurs à l'Assemblée nationale. La question, ça sert à quoi? Ça sert notamment à la question budgétaire au sein de l'Assemblée nationale pour que les gens sachent quand même de quoi il est question. Il y avait 2 postes pour la majorité et 1 poste pour l'opposition. Il se trouve qu'on avait sur la table en arrivant, et vous et moi, le choix entre 4 candidats. 2 qui étaient issus de la majorité La République En Marche et 2 qui étaient issus de l'opposition. Et les gens ont fait un choix libre. Les parlementaires ont fait un choix libre entre Éric Ciotti et Thierry Solaire. Ils ont préféré Thierry Solaire. Ce qui s'est passé, c'est et ils ont le droit et l'Assemblée est souveraine. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit très clairement hier en disant l'Assemblée est souveraine. Il y a un groupe d'opposition qui a voté les confiances. Mais de toute façon, après, vous aviez, vous le savez, puisqu'il y a eu 4 heures d'interruption, vous aviez aussi le choix de proposer des vice-présidents d'autres groupes d'opposition. Mais c'est pas à nous de choisir l'opposition. C'est pas à nous de choisir l'opposition. Non, c'est vous qui avez choisi. Pourquoi on aurait dû choisir un vice-président des Insoumis? Vous avez choisi de proposer le même nombre de vice-présidents. Pourquoi aurions-nous dû choisir un vice-président des Insoumis? Du coup, il y a un bureau monocolore aujourd'hui. Éric Coquerel, justement. Vous nous dites qu'il faut une opposition. À partir de les Républicains ne présentaient pas, vous auriez eu au moins l'assurance. Mais c'est la responsabilité des Républicains que de revenir justement dans ce jeu démocratique. Les Républicains ne sont pas votre seul groupe d'opposition. Donc vous avez profité de cette situation. C'est le principal groupe d'opposition. Vous avez profité de cette situation pour demain avoir un bureau monocolore. Je pense que c'est une nouvelle méthode. On a dit très clairement que nos membres qui, à mon avis, n'est pas convenable, n'est pas démocratique. Oh. Et pour vous répondre, Robert, sur la question des ordres
d'ordonnance. Vous nous dites c'est dans le projet, mais quand on a un président de la République qui a été élu contre Marine Le Pen, quand, du fait de l'abstention, on est élu par 15% des inscrits, à mon avis, on doit faire attention justement quand on veut rénover la vie démocratique à ne pas bousculer un pays. Et vous le bousculez sur des lois qui sont extrêmement graves. On verra. Vous décidez de passer en plein été, très bien de bousculer les pratiques et d'aller vite. Donc c'est tout sauf une rénovation de la vie démocratique. Question, Éric Coquerel. Faire plus d'autocratie. Voilà. Une dernière question, Éric Coquerel. Vous dites l'opposition n'a pas sa place au Parlement, a du mal à trouver une place face à En Marche, mais est-ce que la politique de la chaise vide, c'est la meilleure réponse? Non, mais on pratique pas du tout la politique de la chaise vide au Parlement. Encore une fois, pour qu'on simplement bien, lundi le congrès. Lundi, il y a un congrès, Monsieur Macron part, il s'en va, il n'écoute même pas les réponses, il ne peut pas constitutionnellement. Donc il n'en a pas un artifice, et cet artifice, nous n'avons pas envie, j'allais dire, de l'alimenter. Et nous pensons que la meilleure manière de dire attention, hop, il y a une hyper-présidentialisation du régime, c'est de ne pas y aller. C'est tout. Merci Aurore Berger, merci Éric Coquerel. La suite de BFM Story, vous le savez, Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer lundi devant le Parlement réuni à Versailles pour établir la feuille de route de son quinquennat. Devant les sénateurs et les députés, il s'y était engagé pendant sa campagne présidentielle. Mais certains députés refusent d'y aller, comme le président de l'UDI, par exemple, Jean-Christophe Lagarde, mais aussi le groupe France Insoumise. Son président, Jean-Luc Mélenchon, expliquait tout à l'heure qu'ils allaient boycotter Versailles pour dénoncer, dit-il, la dimension pharaonique de la monarchie présidentielle. Éric Coquerel s'en expliquait dans la première partie de BFM Story. Alors la fronde anti-congrès, est-ce qu'elle est importante? Que veut-elle dire? On en parle avec les spécialistes de la politique. Guillaume Roquette, bonsoir. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Virginie Leguet, bonsoir. Bonsoir. Chef adjointe du service politique Paris Match. Sylvain Courage, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à l'Obs. Et Camille Langlade. Bonsoir. Guillaume Roquette, Jean-Luc Mélenchon, ils sont 17 dans son groupe. Ils n'y seront pas à Versailles. C'est un épiphénomène ou est-ce qu'il se passe quand même quelque chose et peut-être qu'à un moment donné, on est en train de se dire Emmanuel Macron en fait un peu trop? Il se passe quelque chose dans le Landerneau, parce qu'effectivement, ce président de la République qui décide de réunir le Congrès la veille de la déclaration de politique générale de son Premier ministre, c'est inédit, c'est un changement dans le rapport de force, le président s'affirme encore plus. Maintenant, ça passionne les gens qui sont passionnés par la politique. Mais les Français, ils ont élu Emmanuel Macron, en tout cas une majorité d'entre eux, après ils lui ont donné une majorité, maintenant les Français veulent qu'il fasse le job, qu'il réunisse le Congrès si ça lui chante. Je pense que les Français, ça les préoccupe pas beaucoup. À mon avis, c'est une faute de Jean-Luc Mélenchon. On en parle ce soir. Demain, on parlera d'autres choses et on dira, la France Insoumise, ils ont des députés élus, mais ils refusent d'aller siéger. C'est quand même assez paradoxal pour des parlementaires. Virginie Leguet, la politique de la chaise vide, c'est jamais bien? Non, c'est jamais bien, mais Jean-Luc Mélenchon a besoin d'exister, donc tous les prétextes qui passent à sa portée, il les saisit et il se fabrique une posture d'opposant. Je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire, je crois que les Français s'en fichent complètement. Les Français, ils ont donné une majorité à Emmanuel Macron, ils attendent de voir ce qu'il va faire, peu importe les préséances, les susceptibilités, peu importe qui s'exprime devant, avant Édouard Philippe ou après. Nous, ça nous passionne parce que nous, on aime observer les tensions, il n'y a que ça qui nous amuse. Mais dans le fond, je crois que les Français, eux, ils s'en fichent. Et ils considèrent même, au contraire, qu'on débat de choses qui ne les intéressent plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'action, des choses claires et surtout des résultats. Pour l'instant, c'est surtout des discours, le discours de Versailles. Oui, enfin, le discours de Versailles, il va probablement annoncer des choses précises parce que toute cette mise en scène sur les comptes insincères, la réalité extrêmement dure devant laquelle nous nous trouvons, Édouard Philippe qui vient de s'exprimer, ça annonce inéluctablement lundi des annonces que va faire le président de la République. Donc là, on rentre dans le dur. Oui. Sylvain Courage. Oui, c'est vrai que le président, il veut s'adresser aux Français pour leur donner vraiment la feuille de route actualisée. Un peu à la Barack Obama. Voilà, donc qu'il y ait 15 ou 17 députés de plus ou de moins, ça change pas grand-chose au fond. Ce qui compte pour lui maintenant, c'est de prononcer ce discours et que ce discours porte et que ce discours soit compris. Il a inversé un peu le calendrier parce que normalement, on attend le président de la République le 14 juillet, mais c'était devenu un rendez-vous un peu pépère, si je peux m'exprimer ainsi. Surtout, il y a des journalistes. Voilà, il y a deux journalistes qui ne comprennent pas la pensée complexe du président. Qui sont des esprits obtus et donc il faut préciser quand même le congrès de Versailles. Il parle et puis il s'en va. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne sera pas interrogé par les députés et les sénateurs. Pas d'interruption.
Ouais. Ce qui est étonnant d'ailleurs ce choix, puisque pendant la campagne, Emmanuel Macron était bien meilleur quand il était défié, challengé par des questions de journalistes ou en débat par ses adversaires, plutôt que dans des longs discours d'1 heure où on perdait un petit peu le fil et il ne passionnait pas toujours son auditoire. On a vu beaucoup de gens qui venaient au meeting et qui partaient en plein milieu raconter les. Donc c'est pas son meilleur exercice. Je ne pense pas que c'est son discours. meilleur exercice, mais il ne sera pas défié. Je voulais revenir sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que c'est pas si mal ce coup d'éclat. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que mélenchoniste dans nos rangs. Voilà. Non, mais j'essaie de me mettre du point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Il est insoumis, il est rebelle, et le piège pour Jean-Luc Mélenchon d'être élu et de participer à ce qu'est l'Assemblée, c'était justement d'être endormi, si l'on peut dire, et que sa voix s'éteigne. Il essaie de trouver un moyen, pour l'instant, qui n'est qu'un moyen de communication, d'exister effectivement. Mais il va et de pas faire s'épuiser. exister cette rébellion. Il y a eu la cravate. Oui, Il y a maintenant la chaise vide. Cravate, c'était vraiment en une semaine, il va s'épuiser sur 5 ans. Il y a eu la cravate et il y a le fait qu'il n'ait pas applaudi le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est quand même paradoxal pour lui. Si je finis juste mon raisonnement, permettez-moi. Si il adosse à cette stratégie de communication des résultats, des amendements intéressants sur les ordonnances, puisqu'on nous explique qu'ils n'iront pas au Congrès pour préparer des amendements contre la loi travail. S'il y a du fond adossé à cette communication et dans cette contestation, moi je trouve ça intéressant qu'il endosse justement ce costume de premier opposant de manière un petit peu spectaculaire, un petit peu surfaite, peut-être superficielle, mais ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus à part faire la politique de la chaise vide? Rien. Moi, je pense qu'il y a un problème de graduation dans la riposte, en fait. Il crie tout de suite très fort. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va immoler sa cravate dans la cour de l'Assemblée en signe de protestation. Ça va être compliqué. Oui, mais lui, il en a une. Il la met pas en ce moment. Ça y est. Pour la conférence de presse. Non, mais je pense que c'est un aveu de faiblesse, moi, cette décision. Parce que la réalité, c'est que le groupe de la France Insoumise, il est très minoritaire, donc il va peu avoir accès à la parole. Et Jean-Luc Mélenchon s'en aperçoit. Et donc, il faut qu'il fasse un coup médiatique. Mais encore une fois, il en fait un, et puis ensuite il en fera un autre, et puis au bout de 15 jours, les gens seront lassés. Moi, je ne comprends pas cette attitude. Le retour des gauchistes, c'est la une du Figaro Magazine ce week-end. Absolument. Et vous savez, on disait que le gauchisme était la maladie infantile du communisme. Eh bien, je pense de la même façon que la politique de la chaise vide ou du coup d'éclat permanent est une forme de maladie infantile du parlementarisme. Il faut bien un peu de poil à gratter dans cette assemblée d'Emmanuel Macron qui essaie de concenrer tous les pouvoirs à travers le groupe En Marche. Plus sérieusement, est-ce que enfin, c'était sérieux ce que vous racontiez, mais est-ce que finalement ça n'arrange pas Emmanuel Macron d'avoir finalement comme opposition, seule opposition à gauche pour l'instant, parce qu'on ne peut pas dire que les socialistes, on les entend beaucoup, un Jean-Luc Mélenchon un peu excessif? Oui, ça sert un peu de serre-file pour tous ceux qui voudraient s'écarter de sa majorité ou du soutien à sa majorité. On le voit bien avec Monsieur Lagarde et les centristes qui eux aussi refusent. C'est bizarre ça, pourquoi tout d'un coup Jean-Christophe Lagarde eux, je pense que c'est au nom du parlementarisme et du fait que peut-être là les usages ont été bousculés à l'Assemblée nationale, mais du coup leur discours est inaudible et ils se retrouvent à coquiner, associés avec les insoumis, ce qui est pour des centristes n'est pas évident. Donc effectivement, Mélenchon sert aussi d'épouvantail peut-être pour l'instant. Je pense qu'il est dans un paradoxe. Il a trouvé une place dans le système et c'est un système qu'il veut casser de l'intérieur. Pas la 5e République. C'est toujours une position difficile, surtout quand on est si peu nombreux. Non, mais surtout, il faut bien se rendre compte de la place minuscule qui reste à l'opposition. Et on voit bien même dans la répartition des postes qui s'est opérée aujourd'hui. L'opposition n'existe pas. Sur toutes les commissions, il y a Marielle de Sarnez et Éric Woerth. Point barre. Marielle de Sarnez n'est pas dans l'opposition, hein, Marielle de Sarnez. Elle est en marche. Elle n'est pas dans le groupe majoritaire. Alors déjà, si vous l'avez rangé dans la majorité, alors il n'y a plus que Éric Woerth. Les questeurs, il y a Thierry Soler qui, alors lui, est vraiment très constructif, très pro-Macron. Donc l'opposition, elle est réduite à rien. Elle est réduite à sa minimum portion. Donc il faut qu'elle gesticule un peu pour se faire entendre. Sauf que on a vu des oppositions gesticuler, mais dans l'Assemblée nationale. On a vu l'opposition parlementaire répondre au chef du gouvernement ou secouer un ministre. Là, les Français ne peuvent pas comprendre qu'ils vont même pas écouter ce qu'a à dire le président de la République. Ils décident qu'ils sont pas d'accord avant même de savoir quel est le contenu du discours. Vous êtes dans une configuration tout à fait exceptionnelle. En général, vous aviez une droite, une gauche ou une gauche, une droite. Là, il y a 7 groupes et des minuscules petits groupes. Oui, donc mais c'est pas pour ça qu'il faut l'opposition, pas elle est écouter. éclatée, morcelée, et il faut qu'elle crie plus fort que son petit voisin pour montrer qu'elle est quand même un peu là. Avant, c'était complètement différent. Il y avait des gros groupes et des grosses oppositions. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. Non, mais peut-être cela dit, renouveler la pratique de l'opposition.
Des oppositions maintenant, oui. Jean-Luc Mélenchon, il regardera le discours sur BFM. La vérité, c'est que